Les enfants sont rois, partie 6. Dans cet entre-deux où elle avait passé le reste de la nuit, pas même une somnolence, non, tout au plus un engourdissement, des images de sa fille s'étaient succédé. Et chaque fois que Mélanie se sentait basculer dans un état qui ressemblait à un assoupissement, un sursaut de terreur, courte décharge d'adrénaline 10 fois répétée, la rappelait au réel. Kimi avait disparu. Pourtant, vers 5 ou 6 heures, à la faveur d'un somnifère périmé, retrouvé dans l'armoire à pharmacie, elle avait fini par dormir 1 heure, peut-être un peu plus. Dans cet entre-deux, parmi les moments qui lui étaient revenus avec une précision terrible, comme si la peur lui offrait un accès inédit au souvenir, il y avait ce jour où Kimi avait appris à regarder la caméra. À l'époque, Mélanie tournait encore dans son salon. Elle avait expliqué à Kimi que pour faire comme les dames de la météo, il fallait regarder l'objectif. Ce n'était pas facile, pour une si petite fille, de comprendre qu'elle devait fixer la caméra plutôt que sa mère, même quand elle répondait à ses questions, et qu'elle donnait ainsi au spectateur le sentiment qu'elle s'adressait à lui. Car il fallait que chaque enfant, chaque adolescent, penché sur sa tablette ou devant son ordinateur, puisse imaginer que Kimi et Samy entretenaient avec lui une relation unique. Avec le souci de bien faire, Kimi s'y était reprise à plusieurs fois avant d'être capable de maintenir son regard au bon endroit. Quand ses yeux s'égaraient, Mélanie agitait la main pour attirer son attention et d'un geste désigner l'objectif. Bientôt, après quelques hésitations, Kimi avait intégré la contrainte. En quelques jours, c'était devenu un automatisme auquel elle ne pensait plus. Elle apprenait si vite. Au début, Mélanie n'apparaissait pas dans les vidéos. Elle guidait ses enfants, les questionnait, interagissait avec eux, mais elle ne montrait pas son visage. Kimi était si sérieuse, si concentrée. Elle s'appliquait pour apprendre les textes et recommençait plusieurs fois s'il le fallait. Elle voulait lui faire plaisir. Elle voulait que sa mère la félicite. Quelques semaines plus tard, un soir, Kimi lui avait demandé « Et toi, pourquoi tu ne viens pas devant avec nous ?» Mélanie avait souri, puis s'était approchée d'elle. « Parce que c'est toi la plus jolie, ma chérie. » Kimi, soucieuse, avait insisté. « Tu as peur ?»« Non, pas du tout. Peur de quoi ?»« D'être enfermée ?»« Enfermée dans quoi ?» Kimi montra l'écran du doigt. Que voulait-elle dire au juste? Mélanie l'ignorait. Sa fille avait toujours eu beaucoup d'imagination, et il n'était pas rare qu'elle fasse des cauchemars. Mais non, enfin, ma chérie, personne n'est enfermé dedans. Un autre jour, alors qu'elle s'apprêtait à tourner une vidéo où Kimi devait découvrir, face à la caméra, les nouvelles poupées Dolly Queens, Samy s'était mis à pleurer parce qu'il ne participait pas à l'enregistrement. Il était inconsolable. Kimi, bouleversée de voir son frère si triste, lui avait proposé d'ouvrir les boîtes à sa place et même de choisir face à la caméra quelle poupée était la plus belle. Samy s'était calmé, heureux de jouer un rôle, mais Mélanie avait dû refuser. La marque avait clairement exigé que les poupées soient découvertes et montrées par une petite fille. Alors Kimi s'était approché de son grand frère et l'avait entouré de ses bras, comme l'aurait fait une mère. Pourquoi ne lui revenaient que ces moments mélancoliques quand il y en avait tant d'autres où ils avaient ri? Car en réalité, depuis 4 ans, ils s'amusaient comme des fous. Happy Récré était le cadeau qu'elle avait offert à sa famille, un cadeau qui avait illuminé leur vie. Vers 7 heures, alors que le jour pointait, Mélanie se leva et se dirigea doucement vers la chambre de son fils. Elle découvrit Samy, allongé sur le dos, les yeux grands ouverts et le drap remonté jusqu'au menton. Elle s'approcha du lit, s'agenouilla sur la moquette et caressa son front. Le visage du garçon sembla se détendre sous sa paume. Mélanie n'osait pas parler, de peur que sa voix ne trahisse son inquiétude. « Tu crois que Kimi va revenir ?» demanda-t-il au bout de quelques secondes. « Oui, bien sûr, mon chéri. » Il laissa passer encore un instant avant d'ajouter. « Est-ce que c'est de ma faute ?
Non, mon petit chat, pas du tout. Ce n'est absolument pas de ta faute. Tu es un très gentil grand frère. Elle ne put aller plus loin. Sa voix commençait à chevrotter. Elle lui caressa une dernière fois la joue, puis se releva sans un mot. Dans la cuisine, elle découvrit Bruno et le négociateur de la BRI attablés devant un café. Bruno ne s'était pas couché. Il avait passé la nuit dans un fauteuil du salon où il avait sans doute fini par somnoler. Quand elle entra dans la pièce, ils s'arrêtèrent de parler et l'homme, dont elle avait oublié le nom, se leva pour lui laisser la place. Il va donc falloir supporter ce type toute la journée, pensa-t-elle, tandis qu'elle se laissait tomber sur la chaise. Elle n'était pas sûre d'avoir la force de manger et de boire de l'eau, de répondre encore et encore à des questions, de voir la psychologue, de conduire Samy à la brigade criminelle pour qu'il recueille sa déposition, de survivre à cette journée. Brigade criminelle 2019. Disparition de l'enfant Kimi Dior. Objet, procès-verbal de l'audition de Samy Dior, réalisé le 11 novembre par Aude G., officier de police à la brigade de protection des mineurs, assisté de Nicole B., psychologue. Extrait. Question. Est-ce que tu peux me raconter ce cache-cache au cours duquel ta petite sœur a disparu? Réponse. C'était la 3e partie, c'était à moi de chercher. J'ai commencé à compter, puis vers 30, je me suis un peu retournée. C'était pas pour tricher, mais j'ai vu Kimi qui courait en direction du local poubelle. J'ai pensé qu'elle allait se cacher là-bas. Au lieu de rester dans le jardin comme on avait dit, j'étais pas content parce que ça pue et moi j'aime pas y aller. Ensuite, j'ai continué à compter jusqu'à 300 comme on avait décidé. Avant, on comptait que jusqu'à 100, mais c'était pas assez long. Après, j'ai crié 300 et j'ai commencé à chercher. Dans le jardin, j'ai tout de suite trouvé Maëva, qui était derrière les jeux en bois. Puis après, j'ai vu Ben, qui était sorti de sa cachette parce qu'il avait peur de rester tout seul. Et après, Léo. Tous ensemble, on a cherché Simon, parce qu'il était déjà un peu tard. C'est Maëva qui l'a repéré, allongé par terre derrière les vélos. Après, il restait plus que Kimi. Alors on est tous descendus au local poubelle, mais elle y était pas. Question. Tu t'es dit quoi à ce moment-là? Réponse. Je me suis dit qu'elle s'était bien cachée. Question. Et tu as pensé qu'elle était où alors? Réponse. Sous une voiture dans le parking, parce qu'on peut y aller directement par le local. Je me suis dit que maman allait la disputer si elle s'était traînée par terre ou quoi, parce que des fois elle fait exprès de se salir, et maman, ça l'énerve. Question. Et tu es allé dans le parking? Réponse. Oui, avec Maëva et Simon. Ben est resté en haut avec Léo parce qu'il avait trop peur. On a fait un tour, on a regardé sous les voitures, mais on l'a pas vu. Moi, je voulais pas rester trop longtemps parce que les parents, ils veulent pas qu'on traîne dans le parking. C'est très dangereux. Question. Et ensuite, tu es allé prévenir ta maman? Réponse. Oui. Question. Tu avais peur pour ta petite sœur? Réponse. Oui, j'ai commencé à avoir peur parce que d'habitude, elle sait pas bien se cacher. Question. Tu me disais que Kimi faisait exprès de se salir parfois. Tu sais pourquoi? Réponse. Bah oui, par exemple, quand on fait les vidéos, le mercredi ou le vendredi en rentrant de l'école, ou le dimanche, maman, elle nous dit toujours ce qu'on doit mettre comme habit pour le tournage. Elle nous coiffe, elle nous prépare et tout. Mais Kimi, elle avait une grosse tache sur son t-shirt ou sur sa robe juste avant de commencer. Soit c'est tout mouillé ou éclaboussé, soit elle renverse un truc exprès, comme par exemple du sirop de grenadine. Maman, ça l'énerve beaucoup. C'est pareil quand Kimi, elle fait comme si elle entendait pas quand maman l'appelle pour tourner les vidéos. Question. Pourquoi elle fait ça, Kimi, à ton avis? Réponse. Je sais pas. Elle a son caractère. Par exemple, elle veut plus faire les jeux qui lui plaisent pas. Elle veut pas recommencer quand on filme et qu'elle a pas dit les bons mots. Elle veut plus se déguiser en princesse. Elle aime pas la Reine des Neiges alors que maman, elle adore. Des fois, elle dit qu'elle est fatiguée, qu'elle veut rien faire ou qu'elle en a marre. Alors maman, elle est pas contente. Question. Et qu'est-ce qu'elle dit, maman, quand elle est pas contente? Réponse.
Elle dit que ce n'est vraiment pas gentil de faire ça, qu'on a beaucoup de chance de ce qui nous arrive, les millions d'abonnés, tout ça. Et tous les enfants qui nous aiment, qui veulent faire des selfies avec nous, des autographes quand on fait des meet-up, ils font la queue pendant très longtemps pour nous voir, parfois même 2 heures. Et eux, ils rêveraient vraiment d'être à notre place. En plus, nous, on est les premiers maintenant, les préférés de tous les enfants de France sur YouTube. Plus préférés que Mélisse et Fantasia, plus que les petits du club du jouet, et plus que Liam et Thiago de la bande des doudous. Maintenant, on les a tous dépassés. Alors maman, elle dit à Kimi d'aller se changer vite fait, sinon elle ne sera plus jamais sur nos vidéos, et tant pis pour elle, plus personne ne l'aimera. Tom Brindisi était un adolescent de 15 ans, fils unique d'un couple de fleuristes dont la boutique était située dans le centre de Sceaux. Interpellé au saut du lit alors que sa mère venait de partir au magasin, il avait été conduit au bastion par son père et aussitôt entendu par Cédric Berger, assisté par une enquêtrice de la brigade de protection des mineurs. Une première version du procès-verbal, rédigée par cette dernière, était déjà disponible sur le serveur. La veille, vers 19 heures, alerté par les nombreuses allées et venues dans le jardin, l'adolescent avait appris la disparition de Kimi Dior. Ne prenant pas l'affaire très au sérieux, il était persuadé que la petite fille s'était cachée, il avait eu l'idée d'effrayer la mère de Kimi et de lui faire croire à un enlèvement. En un rien de temps, il s'était créé un compte Instagram et lui avait envoyé le message Enfant disparu, deal à suivre. Il n'avait pas mesuré la gravité de ses actes et reconnaissait, à la lumière des événements, qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie. Quand il avait compris que la petite fille était réellement introuvable, il n'en avait pas dormi de la nuit. S'il exprimait de réels remords, l'adolescent n'avait pas caché son inimitié pour Mélanie Clos. Dans le PV d'audition, on pouvait lire des phrases comme « Elle les manipule depuis le début » ou encore « Elle exploite ses enfants pour se faire de la thune, je ne suis pas le seul à le penser ». Quelques mois plus tôt, afin de dénoncer la honte et les humiliations, selon ses mots, que Mélanie Clos imposait à ses enfants, Tom Brindisi avait même lancé sur Twitter le hashtag Sauver Kimi et Samy, qui avait rencontré un large succès. Ses parents, occupés par la boutique, ignoraient tout de la polémique qui s'était ensuivie sur les réseaux sociaux, les uns défendant Kim, Sam et leur mère, les autres s'indignant du rythme auquel les vidéos étaient postées et de leur contenu publicitaire à peine dissimulé. Le hashtag avait fait son effet, mais certains s'étaient engouffrés dans la brèche pour ridiculiser les enfants, Samy en particulier, ce que Tom Brindisi avait déploré. Il n'aimait pas cette femme, il avait voulu lui faire peur. D'après lui, de nombreux contenus sur YouTube fustigeaient Happy Récré et Minibus Team, sa principale concurrente. À plusieurs reprises, il avait évoqué le chevalier du net, un jeune trentenaire dont la chaîne était très suivie, qui tournait depuis plusieurs années des vidéos pour dénoncer les dangers et les dérives de YouTube. Dans sa rubrique YouTube part en sucette, le chevalier du net s'était attaqué à plusieurs reprises à la chaîne Happy Récré. Tom Brindisi se considérait comme son disciple. Après plusieurs heures passées au bastion et un sermon bien senti, Cédric Berger l'avait renvoyé chez lui. Compte tenu de son âge, il était pour l'instant assigné à résidence. Si un certain nombre de détails méritaient d'être vérifiés dans son emploi du temps et dans le disque dur de son ordinateur, le chef de groupe écartait son implication réelle dans la disparition de Kimi. Clara employa la journée à terminer ses constatations et à envoyer les scellés aux différents laboratoires, notamment le doudou de Kimi, que la petite appelait Doudou sale, sur lequel elle espérait trouver la trace d'un ADN étranger à la famille. Le plus souvent, elle travaillait sur des homicides. Les constatations prenaient parfois plusieurs jours. Il s'agissait ensuite de découvrir l'auteur des faits. Cela pouvait mettre du temps, parfois des mois, voire des années. La mort était le point de départ de sa recherche. La mort était un fait, une donnée. Un drame avait eu lieu, un drame qui devait être puni, mais ne serait jamais réparé. Cette fois, ils avaient le pouvoir d'infléchir le cours des choses. Il, pas elle. Pour la première fois, elle se sentait impuissante, immobile.
car maintenant que les constatations étaient achevées, elle n'était plus en première ligne. Clara devait attendre. Attendre lui semblait impossible. Même si chaque étape de l'enquête, chaque piste ouverte ou refermée arriverait, avec un temps de retard, sous forme écrite entre ses mains, même si rien ne pouvait lui échapper, Clara détestait ce sentiment de latence. Toutes les 2 heures, à l'autre bout du couloir, le point de la salle de crise avait désormais lieu sans elle. Par chance, elle et Cédric occupaient le même bureau, et ce dernier avait pris l'habitude de tout partager avec elle. Il aimait recueillir son avis, ses réactions, et se fiait volontiers à ses intuitions. Ainsi, chaque fois qu'il revenait de la salle de crise, il racontait. Au fil des heures, les choses se précisèrent. La femme qui disait avoir entendu des cris se révéla sourde. De toute évidence, le volume habituel de sa télévision ne lui permettait d'entendre aucun bruit venu de l'extérieur. En revanche, parmi les témoignages retenus, 2 personnes disaient avoir vu, aux alentours de 18 heures, une voiture rouge sortir du parking. Une locataire du bâtiment A, qui guettait le retour de son fils par la fenêtre, avait remarqué le véhicule, car il avait hésité sur la direction à prendre, tandis qu'un professeur du bâtiment C, qui rentrait du collège où il enseigne, disait avoir cédé le passage à une petite voiture rouge. D'après la première, un homme était au volant et seul dans la voiture. D'après le second, c'était une femme qui conduisait, et un enfant était attaché à l'arrière dans un siège auto. Il faut être flic pour connaître la fragilité du témoignage, avait conclu Cédric, une phrase qu'il aimait prononcer au risque de se répéter. Celle-ci n'offrait aucune perspective. Cependant, sa tonalité universelle le réconfortait. L'analyse des bandes de vidéosurveillance qui couvraient la sortie piéton fut rapidement bouclée. Une chose était sûre, la petite n'était pas passée par là. À moins d'une séquestration au sein de la résidence, qui ne pouvait pas encore être exclue, tous les appartements n'ayant pu être visités, l'hypothèse d'un enlèvement en voiture restait donc privilégiée. Dans l'après-midi, après un nouveau point d'étape, Cédric réapparut dans le bureau, un peu moins abattu. L'enquête de voisinage commençait à porter ses fruits. La famille Dior ne faisait pas l'unanimité et les rumeurs allaient bon train. « Je suis sûr que ça va te plaire », annonça-t-il. Clara haussa les sourcils en signe d'impatience. Il paraît que les Dior vivent en vase clos. Disons qu'ils ne se mêlent pas beaucoup aux autres. Au début, ils prenaient part à la fête des voisins, aux apéros, à tous les trucs collectifs, mais peu à peu, avec le succès, ils se sont repliés sur eux-mêmes. La plupart des gens de la résidence ont acheté leur appart sur plan. Dans les années 90, le projet immobilier était considéré comme assez haut de gamme. Il y a 2 ou 3 ans, les Dior ont acheté le studio mitoyen pour en faire un studio de tournage. Certains disent qu'ils ne vont pas rester. Mélanie est devenue snob, et Châtenay-Malabry n'est plus assez chic pour elle. Il semblerait qu'ils aient acheté une maison dans le sud, avec l'idée d'y vivre un jour. On a aussi entendu parler d'un appartement à la montagne. Je t'avoue que les gens semblent assez bien renseignés. Depuis 2 ans, Kim et Sam ne jouent pratiquement plus jamais avec les autres gamins de la résidence. Leur mère n'aime pas qu'ils se mêlent aux autres, et surtout, d'après ce qu'on dit, ils passent tout leur temps libre à tourner ces fameuses vidéos. Il y a quelques mois, il y a eu des rumeurs, à la fois sur le net et dans leur quartier, selon lesquelles Samy aurait été harcelé. Des gamins se foutaient de sa gueule, le bousculaient, il aurait même été racketté. Il paraît que Mélanie a démenti par vidéo sur sa chaîne, mais les voisins racontent que c'est pour ça qu'il a changé d'école. Le fait est que depuis l'année dernière, les 2 enfants sont scolarisés dans une structure privée à Sceaux. Tous les jours, Mélanie les emmène et vient les rechercher en voiture. Selon certains, la mascotte de la chaîne, c'est la petite. Elle avait 2 ans et demi quand ça a commencé. Les abonnés l'ont vue grandir, ils en sont dingues. Il paraît qu'elle signe plus de photos que son frère quand ils sont en dédicace et que les fans sont plus nombreux à vouloir faire des selfies avec elle qu'avec lui. De là à imaginer qu'il a voulu se débarrasser de sa sœur, un accident, à 8 ans, tu vois le genre, ce que certains sont prêts à insinuer. Une chose est sûre,
Personne dans la résidence n'ignore qui ils sont et ce que ça leur rapporte.